Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Voici les titres de ce 13h au sommaire. La tension entre Israël et Iran inquiète la communauté internationale. Téhéran a justifié son attaque comme une représaille contre Israël qui a frappé son consulat à Damas. Près de 300 drones et des missiles ont été lancés par l'Iran. La rubrique santé revient ce matin sur la prise en charge des maladies sanguines. En effet, l'arrivée de la machine cytaphérèse est une révolution pour les hématologues en ce qu'elle permet de séparer les composants du sang. Ce matin, nous irons voir l'état du marché d'art à Saint-Louis. Les vendeurs n'en peuvent plus à cause de la vétusté. Un état de délabrement très avancé. Sa reconstruction est sur toutes les lèvres. Parlons d'abord de cette escalade de tension au Moyen-Orient. L'Iran a lancé une offensive majeure contre Israël avec plus de 300 drones et des missiles. Dans la nuit de samedi à dimanche, Téhéran qualifie cette attaque de représailles suite à un raid contre son consulat à Damas. Le récit de Ahmadou Diallo. Une pluie de drones et de missiles iraniens lancés en direction d'Israël. L'attaque est sans précédent. Du continent américain à la Chine, en passant par l'Europe ou le Moyen-Orient, les réactions pleuvent ce dimanche. Des appels à la retenue pour prévenir l'embrasement du Moyen-Orient. Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU est planifiée tandis que l'OTAN appelle à la retenue. Le président américain Joe Biden a condamné ces attaques avec la plus grande fermeté. Il réaffirme son soutien inébranlable à Israël. Les forces américaines ont d'ailleurs contribué à abattre presque tous les projectiles iraniens. La France, l'Allemagne et l'Angleterre condamnent à l'unanimité l'attaque et une réunion du G7 a été programmée. Ailleurs, l'Égypte, le Qatar et l'Arabie saoudite craignent une régionalisation du conflit et appellent à une désescalade. Pour le ministre des Affaires étrangères de la Syrie, les frappes sont légitimes en riposte au raid israélien sur le consulat iranien à Damas. La Russie et la Chine, quant à elles, se disent inquiètes. Le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé ce dimanche avoir convoqué les ambassadeurs du Royaume-Uni, de France et d'Allemagne pour protester contre les propos de ces pays. L'Espagne implore des deux parties la retenue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à une cessation immédiate de ces hostilités. Cette montée en puissance des hostilités risque en tout cas de déstabiliser toute la région et de provoquer une réaction à l'échelle internationale. Seydina Lunfal explore les implications de cette crise avec l'expertise du professeur Babacar Samb, spécialiste des relations internationales. Il était également ambassadeur du Sénégal en Égypte. La situation Israël-Iran, c'est un conflit quand même qui a pris sa source des attaques israéliennes contre les bases iraniennes. En Irak d'abord, il y a 6 mois, et ils ont tué le général des gardiens de la Révolution. Et il y a la deuxième attaque en Syrie, qui a ciblé véritablement le consulat iranien, donc en Syrie, et l'attaque a été menée à partir du Golan occupé en Syrie. C'est ça qui est extrêmement grave. Donc il a tué également Zahidi, qui était le chef logistique donc des alliés de l'Iran en Irak, en Syrie et au Liban, donc pour leur armement et la géostratégie. Cette situation a mené à cette réponse, parce que ça a été annoncé par le président iranien et par l'ayatollah Khamenei que ça ne restera pas impuni. C'est la 3e fois qu'Israël attaque des forces ou des alliés de l'Iran dans la sous-région. Donc mon analyse, c'est que quand même c'est une escalade assez dangereuse, puisque c'est dit jamais vu, a envoyé plus de 100, il y en a même qui disent israéliens, 300 missiles balistiques, plus des drones. Ça n'a jamais existé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est la première fois également qu'il y ait une attaque directe sur Israël de la part de l'Iran. Depuis 1967, Israël n'a jamais été attaqué par un pays.
Je ne parle pas de ces attaques entre les résistants palestiniens, mais par un pays. Donc c'est pourquoi c'est une escalade qui risque d'amener à une régionalisation du conflit, puisque tous les missiles et drones envoyés de l'Iran doivent traverser l'Irak, la Jordanie pour arriver donc en Israël. C'est vrai que si ce n'était pas l'assistance des États-Unis et de la France pour détourner ces drones hors portée du territoire israélien, ça aurait été peut-être beaucoup plus grave. Mais Israël a déclaré que 99% des drones ont été donc détournés de son territoire. Mais il y a eu quand même quelques missiles qui sont tombés dans le désert de Negev, dans des positions militaires israéliennes. Parce que ça aussi, il y avait 2 cibles de positions militaires israéliennes qui étaient dans le désert de Negev et dans les territoires occupés à Haïfa, également au niveau d'Israël. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, je pense que ce qui s'est passé, les réactions que j'ai entendues ne me semblent pas très convenables de la part des États-Unis, de la part de l'Union européenne et des États qui condamnent, bien entendu, l'attaque d'Iran, mais qui n'avaient pas condamné l'attaque d'Israël contre le consulat iranien en Syrie. Je crois qu'on devrait peut-être appeler à une prise de position très équilibrée pour ramener la paix assez rapidement. Et l'Iran vient de déclarer que si les États-Unis aident Israël dans sa réplique, donc il considérait toutes les bases des États-Unis dans la sous-région, parce qu'il en a en Syrie, il en a en Irak, il en a en Arabie Saoudite, donc serait attaqué parce que les États-Unis seraient aussi considérés comme un ennemi. Il faut la désescalade de la situation. Parce que la Russie vient de déclarer que l'Iran a le droit de se défendre. Et l'opération contre Israël entre donc dans le droit de se défendre. Et l'Iran a évoqué l'article 31 de l'ONU qui permet à un pays agressé de se défendre. Alors, donc je crois que ce qui est grave, c'est que la Russie va s'aligner avec l'Iran. Il pourrait aussi l'assister militairement comme Israël est assisté par la France et par les États-Unis. Et je crois que n'oublions pas que c'est l'Iran qui fournit à la Russie tous les drones qu'il lance sur l'Ukraine. Hein, c'est de fabrication iranienne. Je crois que aussi l'Europe ne connaît pas tout à fait tout l'arsenal et panoplie iranienne d'armement. Et je crois qu'il ne faut pas négliger du tout cela. C'est le sens d'ailleurs de l'appel d'Erdogan de la Turquie. Donc, envers les États-Unis et envers l'Iran, qui joue la médiation entre les deux pays, la régionalisation du conflit va intéresser aussi bien la Syrie, l'Irak, le Yémen, le Liban et l'Iran, plus Israël. Et on peut même dire plus les États-Unis, parce que les États-Unis sont derrière Israël. Donc, et si les États-Unis sont derrière Israël, la Russie va être derrière l'Iran. Et là, on peut craindre le pire. Voilà, donc c'était le professeur Babacar Samb qui a analysé la situation entre Israël et Iran. Direction Abidjan qui brille sous les projecteurs avec l'ouverture de la 13e édition du marché des arts du spectacle africain Maza sous le thème jeunesse, innovation et entrepreneuriat. L'événement célèbre cette année le Rwanda, pays invité d'honneur à Ramatadem.
Le Massa 2024 coïncide avec la commémoration des 30 ans du génocide au Rwanda, occasion saisie par le pays invité d'honneur pour rappeler l'importance de la culture pour raffermir les liens entre les peuples. À la suite du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, notre nation s'est engagée sur la voie du développement socio-économique et de la réconciliation. Et nous avons fait appel à notre culture et à la créativité comme des catalyseurs afin de soigner les cœurs et les corps meurtris, tout en promouvant l'unité nationale. En effet, le pouvoir de guérison des arts a joué un rôle instrumental dans la renaissance du Rwanda, offrant réconfort, catharsis et espoir aux communautés marquées par les horreurs du passé. Et en cette semaine où nous marquons les 30 ans de la commémoration du génocide contre les Tutsis, nous reconnaissons de nouveau l'importance des arts vivants, notamment la musique, le théâtre, la danse et bien d'autres encore, pour préserver la mémoire des victimes, honorer le courage des survivants et témoigner de notre résilience. Le Massa est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain qui réunit des milliers d'Africains qui œuvrent pour le développement de la culture. Vous venez des 4 coins du monde pour participer à cet événement d'une importance capitale pour la promotion de nos arts et de notre culture. Je me dois de vous remercier pour votre présence quantitative et qualitative. Votre volonté est manifeste de contribuer à nos côtés, à donner la chance à des talents de se révéler, se structurer, se professionnaliser et vivre de leur art. L'objectif est de permettre aux artistes dans leurs domaines respectifs de se retrouver, de partager leur diversité et expérience, des rencontres enrichissantes pour le développement de la culture en Afrique. La Côte d'Ivoire est heureuse d'offrir à l'Afrique et au monde les villages Massa pour découvrir les beaux spectacles des génies créateurs que sont nos artistes et nos danseurs à travers le continent. La culture, la danse, le spectacle, les contes, les slams, c'est pour les hommes des génies. Un magnifique spectacle qui a mis en avant la diversité culturelle du continent africain, mais qui a également uni les cœurs le temps d'une cérémonie. Santé avec cette innovation médicale à l'hôpital d'Al Djam de Guédiawaye avec l'arrivée de la machine de Sita Ferez et une révolution pour les hématologues. Cet équipement de pointe permet de séparer les composants du sang et d'améliorer considérablement le traitement des maladies auto-immunes et d'autres pathologies sanguines. C'est le sujet du grand format avec Fanta Badji. C'est un bijou pour ces hématologues du centre de greffe de la moelle osseuse de Dalal Djam, la machine de Sita Ferez. L'appareil permet d'identifier les différentes composantes du sang et de traiter facilement les maladies auto-immunes. Va faciliter notre travail parce que c'est des thérapeutiques où on était obligé d'envoyer les malades à l'étranger. Donc là, si on a cette pratique ici, qui est la première dans l'Afrique subsaharienne, donc il faut dire que c'est un ouf de soulagement pour nous. Parce que quand le malade doit voyager, donc c'est nous qui devons assurer tout ce qui est procédure. Voilà. Donc si on a un travail en moins, ça nous permettra d'être beaucoup plus focus sur nos malades et d'avoir peut-être des résultats escomptés. C'est une machine révolutionnaire qui s'appelle une machine de Sita Ferez. Sita pour dire cellule, Ferez pour séparer, pour dire séparer. C'est une machine qui sépare carrément les cellules, de laver à la limite le sang en termes beaucoup plus simples. Dans le sang, vous avez du plasma, qui est le liquide jaune, et le club globulaire. Et ceci, vous le voyez quand vous centrifugez, vous faites tourner ou vous laissez sédimenter un tube, vous le laissez reposer, vous allez voir qu'il y a le liquide et le culot, c'est-à-dire les cellules.
Mais en temps normal, tout est mélangé et vous ne verrez que la couleur rouge du sang. Mais si vous le laissez sédimenter, vous verrez le liquide en haut et les cellules qui sont au niveau du bas. Et ce surnageant qu'on appelle le plasma. Et ce plasma peut être malade. Il est malade parce qu'il y a des auto-anticorps, c'est-à-dire des anticorps, des cellules que l'organisme produit qui ne sont pas bonnes pour le patient lui-même, qu'on doit enlever parce que ça risque d'être délétère. Ça peut entraîner toutes les complications possibles et imaginables, allant de l'insuffisance rénale au décès. Multifonctionnel, l'appareil est destiné à transfuser le patient ou à traiter divers troubles sanguins. Dans toutes les spécialités, ils auront besoin de cette technologie-là dès l'instant qu'il y a des auto-anticorps qui sont en train de détruire l'organisme. Et ces auto-anticorps, on peut les voir partout, que ce soit en néphrologie, en neurologie, en dermatologie, en médecine interne. Bref, toutes les maladies auto-immunes qui ont pour primo movens la fabrication d'auto-anticorps. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez des malades qui ont ce genre de pathologie, avec fabrication d'auto-anticorps, il faut tout faire pour supprimer, éliminer ces auto-anticorps-là du corps. Et la meilleure manière de les supprimer, c'est de laver ce sang-là avec cette procédure qui est la thérapie cellulaire, qui permet de nettoyer tout ce sang-là qui est bourré d'auto-anticorps fabriqués par le propre patient. C'est le premier patient à bénéficier de ce traitement, dit thérapie cellulaire. Il permet une régénération des cellules normales. Quand on parle de thérapie cellulaire, ça ne se limite pas uniquement à l'hématologie. Bien vrai qu'on est spécialiste en hématologie, mais là, vous voyez le malade qu'on a mis sur le lit ce matin, ce n'est pas un malade hématologique. Donc c'est un malade qui vient de la néphrologie. Ça peut aussi toucher les maladies suivies en neurologie. Ça peut aussi toucher les malades qui sont en médecine interne. C'est des patients qui viennent d'un peu partout. C'est un malade de néphrologie qui avait une maladie auto-immune qui produisait des anticorps, auto-anticorps, qui ont détruit ses reins et qui ont également été en train de détruire ses globules rouges. C'est la raison pour laquelle on a voulu lui faire ces échanges plasmatiques pour enlever tout ce plasma qui était rempli d'auto-anticorps qui pouvait l'amener jusqu'au décès, parce qu'à un moment, les reins étaient complètement malades. Et c'est donc une procédure qui va lui permettre de repartir sur de nouvelles bases. Le procédé assimilé à la dialyse est une innovation dans la prise en charge de plusieurs pathologies. Au cours de la dialyse, on élimine tout ce qui n'est pas bon pour le corps et le sang retourne chez le patient. Sauf que pour cette machine-là, ce sont des cellules qu'on ne va pas jeter, mais qu'on va utiliser dans le cadre du recueil des cellules souches hématopoïétiques. La machine va sélectionner les cellules dont on a besoin, les mettre dans une poche. Et c'est cette poche-là qui va constituer la semence, on peut le dire ainsi, qu'on va utiliser pour faire de la greffe de moelle chez ces patients qui auront reçu au préalable une chimiothérapie très aplasiante voilà, ça leur permettra de régénérer d'eux-mêmes de leur aplasie médulaire, de leur aplasie ou de leur lymphome ou de leur leucémie. Cette machine de cytaphérèse est pour le moment la seule disponible dans tout le Sénégal. Là, on va avoir une deuxième machine qui est en route. Si on a 4 machines, on pourra vraiment en attendant, parce que c'est le seul centre, en attendant qu'on puisse former le maximum d'hématologues pour pouvoir prendre en charge ce genre de patients, même en région. Parce que l'objectif, c'est de faire à nous-mêmes une duplication de ce qu'on a reçu comme formation et d'aller au niveau de la sous-région, les former pour que ces malades-là également puissent bénéficier de cette thérapie cellulaire. C'est ce qu'on appelle la souveraineté sanitaire. Vraiment qu'on puisse s'en sortir tout seul, parce que tous les Sénégalais n'ont pas cette possibilité de se faire évacuer à l'extérieur. Ce dispositif médical performant est un soulagement pour aussi bien les hématologues que les patients qui sont nombreux à avoir besoin de ce traitement de référence. Voilà, et dans un instant, nous en venons à la partie consacrée aux régions dans ce journal. On débute cette partie région avec cette saisie record de cocaïne, 1137 kg. La valeur marchande de la drogue est estimée à plus de 90 milliards de francs CFA. Et c'est la brigade des douanes de Kidira qui vient de mettre la main sur cette importante quantité. C'est avec Thiorodien.
Ce dimanche, vers les coups de 20h, la brigade commerciale des douanes de Kidira, une subdivision de la zone du Sud-Est, a effectué une saisie record. Plus de 1137 kg de cocaïne conditionnée en 948 plaquettes. Dans les entrailles d'un camion frigorifique, les sacs de drogue ont été soigneusement dissimulés dans le double fond du véhicule. Le passage du véhicule au scanner a permis aux douaniers de découvrir la marchandise, une quantité importante estimée à plus de 90 milliards de francs CFA. Cette opération fait suite à une saisie de 92 kg de cocaïne, effectuée toujours par les douaniers de la zone du Sud-Est, plus précisément ceux de Koumpentoum. Voilà, saisie record de cocaïne. La reprise de la navette Dakar-Ziguinchor avec donc ravive l'espoir au marché Diola de Pékin où le cœur bat au rythme des produits. Casamance et les commerçants principaux bénéficiaires célèbrent le retour des bateaux à l'une située Diatta, Agen et Diambogne qui boostent la prospérité et le dynamisme économique local. Le reportage de Kaltom Gueye. Après 10 mois d'arrêt, la liaison maritime Dakar-Ziguinchor reprend du service avec le navire Aline Sitoé Diatta. Une nouvelle que ces commerçants accueillent avec un ouf de soulagement. Nous remercions Dieu. Je me félicite et félicite les autorités étatiques qui ont ménagé aucun effort à la reprise du bateau Aline Sitoé Diatta qui gère le trafic Dakar-Ziguinchor, qui nous amène nos produits halieutiques et forestiers provenant de la Casamance pour le bien-être de notre travail et pour une économie durable des femmes du marché Le Diola et surtout de la population casaçaise. Le bateau nous permet de gagner plus d'argent puisqu'on paie moins pour le transport. Il y a également un gain de temps. Nous sommes au marché Diola, logés à l'intérieur du marché aux poissons de Pékin. Ici, tous les produits viennent de la Casamance. Ils sont nombreux et divers. Je vends des poissons secs, salés, transformés. On a des coquillages, les huîtres, tout produit provenant de la mer et des produits. On a nos copines qui sont là, dans le boulevard, qui amènent des produits forestiers et les balais sauvages qu'on transforme et les exporter aussi. Il ne faut pas oublier que tous ces produits-là partent jusqu'en Europe. Le bateau est le moyen de transport privilégié par ces commerçants pour plusieurs raisons. Vous savez, le transport est primordial dans le développement d'un pays. Si on le facilite, chacun peut avoir ce qu'il veut. C'est pourquoi je pense que si le problème du transport est résolu, l'économie ne s'en portera que mieux. On a des fournisseurs en Casamance et des clients ici à Dakar. Certains sont des GP, d'autres sont des revendeurs. Je peux dire que toute la sous-région se ravitaille ici. Depuis juin 2023, ce sont ces voitures, bus et autres camions qui assuraient le transport des marchandises venant de Ziguinchor. Ce moyen n'est pas sans risque, avec beaucoup de tracasseries sur la route. Les voitures font du jour pour arriver à Dakar. Il peut y arriver qu'elles tombent en panne en cours de route. Et cela va avoir des conséquences sur les produits. Les marchandises pourrissent, ce qui constitue une perte. Avec l'arrêt du bateau, on a vécu un calvaire. On achetait nos produits en Guinée-Bissau. Arrivé à Ziguinchor, on était obligé de prendre les camions. Tout au long de la route, c'était des taxes à payer. À n'en plus finir. La reprise de la navette va contribuer donc à une hausse du chiffre d'affaires des opérateurs économiques. Mais pour plus d'efficacité, ces derniers sollicitent. Nous sollicitons vraiment une piste pour stocker nos marchandises pour vendre pour les clients, pour que les clients qui sont à Dakar puissent venir acheter.
En plus, les machines et les chariots qui déchargent les produits sont vraiment obsolètes. À l'arrivée, nous voulions également que nos marchandises soient prioritaires. En période des pluies, c'est pire. L'hangar du port ne peut pas contenir toutes nos marchandises. Du coup, nos balais sont laissés dehors et si le bateau ne part pas, on les perd. La flotte des 3 navires évoluant sur l'axe Dakar-Ziguinchor est diversifiée. Elle permet le transport de voyageurs, de produits halieutiques transformés, des fruits et légumes ainsi que des produits forestiers, alimentaires ou non. Les commerçants ne voudraient plus vivre un arrêt total des rotations. Voilà, l'espoir au marché Diola de Pékin, le désespoir au marché Ndar à Saint-Louis, avec les vendeurs qui n'en peuvent plus à cause de son état de délabrement très avancé. Du coup, ils interpellent les autorités pour sa reconstruction. On voit cela avec Abdouad à Saint-Louis. Voici ce qui reste de la poissonnerie de marché Ndar. Un grand vide transformé en dépotoir de matériaux de récupération. Il y a quelques années, la structure a été démolie à cause de son état de délabrement avancé. Les colons avaient construit le marché. Plusieurs générations se sont succédées dans ce marché. Nos grands-parents, ensuite nous et certainement nos enfants. Vraiment, ils sont fatigués de travailler dans ces conditions. Parmi les vendeurs de la poissonnerie, certains sont partis voir ailleurs. Les autres recasés à l'étroit dans la boucherie. Notre activité marchait mieux à la poissonnerie. On nous a promis la construction et on nous a installés ici. Ça fait plusieurs années et jusqu'à présent, rien n'a été fait. L'état actuel du marché est un signe de l'activité de ces vendeurs qui battent de l'aile. Le manque d'hygiène et l'insécurité notoire des bâtiments entraînent des pertes de clients importantes. Cette situation a ralenti notre activité. À cause de l'insalubrité, certains clients préfèrent aller voir ailleurs. On nous a complètement oubliés, j'en suis persuadée. Nous, les habitants de la langue de Barbarie, on nous a vraiment laissés en rade. Face à cette situation désastreuse du marché, les vendeurs tirent la sonnette d'alarme. Ils ont carrément oublié leurs promesses. Quand ils ont besoin de notre soutien en période électorale, nous avons répondu présent. On a l'impression qu'on ne fait pas partie de la société. On demande du respect. On ne demande qu'à travailler dans la dignité. Les branchements électriques clandestins, les occupations anarchiques ainsi que les inondations pendant l'hivernage font partie des grandes préoccupations du marché. Pendant l'hivernage, le marché est vraiment inondé. L'eau nous arrive jusqu'aux genoux. On reçoit beaucoup d'eau ici. Et en cas d'incendie, on ne le souhaite pas, ce serait la catastrophe. Et les sapeurs ne pourraient même pas intervenir à cause de l'anarchie. C'est vraiment déplorable. On prie pour que le rêve de reconstruire le marché soit une réalité. Nous voulons vraiment retourner dans notre poissonnerie. C'est notre lieu de travail. Et il est temps que les autorités fassent le nécessaire pour ça. La reconstruction du marché est une demande générale des vendeurs et des clients pour accroître son attractivité et renforcer ainsi les échanges dans ce haut lieu de commerce à Saint-Louis. Voilà donc pour la vétusté du marché Ndar à Saint-Louis. Nous allons carrément au sud de l'extrême. Le village artisanal de Ziguinchor, établi dans les années 70, peine à retrouver son lustre d'antan entre les troubles régionaux et une léthargie économique locale. Ces artisans placent leur espoir dans la reprise de la navette maritime Dakar-Ziguinchor. C'est avec Michel Mende, RTS 4 à Casamance. Situé non loin du marché Saint-Maur, le centre artisanal de Ziguinchor regroupe plusieurs corps de métier. Ici, des centaines d'artisans s'activent dans la production d'œuvres artistiques
et culturelle. Il y a le tissage, la bijouterie, la vannerie, il y avait la poterie mais qui sont partis, et puis il y a aussi la sculpture, voilà, qui est en grande majorité déjà. Bon, donc il y a tout ça. Mais ce centre artisanal mérite d'être aidé pour le relever et surtout intéresser les jeunes à ça. C'est au début des années 70, après l'organisation du premier festival des arts nègres, que le centre de Ziguinchor a vu le jour. À cette époque, les lieux abritaient une foire. Ces lieux-là avaient abrité la foire, une foire à Ziguinchor ici. Après la foire, ils ont installé. Ils ont dit non, les artisans ne doivent pas quitter. Tous les artisans qui étaient dans la région, on les a organisés pour en faire un centre artisanal. Voilà. Si le centre artisanal a connu son heure de gloire, aujourd'hui, il ne reste que l'ombre de lui-même, du fait de la crise casamassaise. Ça a été comme ça depuis des années. Ça a été désert parce que depuis le problème de la Casamance jusqu'à nos jours, nous n'avons pas d'activité touristique normalement. Parce que la saison vient de se terminer la semaine passée. Parce que là, maintenant, on est là, vous le voyez vous-même. Là, on est là, assis, on attend. Il n'y a rien qui marche. Il y avait beaucoup d'agences touristiques qui venaient ici. Il y avait le club Adjana, il y avait même le bateau Cap Skirring. Venez, le bateau nommé Cap Skirring. Il y avait un bateau ici qui venait, qui amenait des touristes. Mais actuellement, depuis les événements jusqu'à nos jours, il n'y a rien. Hip-hop, ça a marché. Hip-hop, mais tellement... Ça fait plus de 10 ans, comme ça on vit, comme ça. Chaque année, on espère que ça va être changé. Toujours, on vit comme ça. Il y a des gens même qui travaillent 1 mois, 2 mois, ils n'ont pas même 10 000 francs. Chaque jour, ils sont ici. Et puis, tu vas travailler, tu as plus de 10 millions, 15 millions de valeur. Ça, des fois, tu n'as même pas ton dépasse pour vendre. C'est pas encourageant, quoi, vraiment. Avec la reprise du bateau, une petite lueur d'espoir s'affiche devant les artisans. On est très contents depuis qu'on a attendu que le bateau vienne parce que c'est très important, surtout sur notre travail. Il y a beaucoup de clients, c'est là-bas qu'ils se profitent pour venir. Même pas ça aussi, on transporte beaucoup de notre articles sur les bateaux, donc on est très contents. Ça fait des développements surtout des Ziguinchor. Le village artisanal de Ziguinchor est le deuxième créé dans le pays, après celui de Soumbédioum à Dakar. Voilà, merci beaucoup Michel Mellet. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de coordination qui a préparé l'édition de ce matin. Mais dans un instant, je vous retrouve pour la version Wolof.